Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième jour des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le thème, c'est réussir les transformations du monde et nous allons vous parler de si bon matin d'un thème qui a été choisi par le cercle des économistes et dont le titre, visiblement, vous a fait venir très nombreuses et très nombreux, territorialiser la gouvernance. Alors, ce titre qui n'est pas de moi, hein, je vous rassure, ni de Chloé Morin, qui va m'accompagner pour animer ce débat, pourrait sembler venir d'une novlangue macronienne ou d'un livre de George Orwell, ou sembler quand même, de façon subliminale, nous inviter à résoudre la crise des Gilets jaunes, qui nous a quand même pas mal préoccupés au cours du dernier quinquennat et qui pourrait peut-être se poser de nouveau. Et quand on voit le résultat, en tout cas, des élections, des 4 élections qui viennent d'avoir lieu en France en cette année 2022, on se dit que les sujets de gouvernance, les sujets de gouverner au temps des fractures sociales, territoriales et politiques se posent de façon plus que jamais, de façon, je dirais, cruciale, et que la culture du compromis en France mérite certainement d'être réapprise, et peut-être en regardant aussi ce qui se passe du côté du secteur privé, puisque nous avons 3 entreprises qui vont pouvoir témoigner de comment elles vivent finalement cette gouvernance au niveau local et territorial, comment retrouver un mode d'emploi, du dialogue entre le centre et la périphérie, quelles solutions locales et quelles réponses aux crises que nous traversons. Voilà un peu les sujets que nous allons aborder avec, pour présenter dans quelques instants le débat, Chloé Morin, qui est membre invité par le Cercle des économistes, mais qui est essayiste, qui a écrit plusieurs livres. On a les politiques qu'on mérite, et également le populisme au secours de la démocratie. Chloé, tu vas prendre la parole dans quelques minutes, et qui travaille, chroniqueuse à l'Express, travaille également à la Fondation Jean Jaurès. Elle va vous présenter de façon encore plus précise et beaucoup plus brillante, bien sûr, que moi, ce qu'elle pense du sujet. Et puis, pour en parler, nous avons donc, je le disais, 3 entreprises. Sabrina Soussan, la nouvelle directrice générale du Nouveau Suez, qui a pris naissance cette année. Donc on parlera beaucoup de l'eau, de la régulation, de la gouvernance de l'eau, dans une région qui aujourd'hui connaît une sécheresse importante. Je pense que ça intéressera tout le monde. Thierry Mallet, le président de Transdev, avec qui nous parlerons de mobilité, petit lien avec les Gilets jaunes, et au moment où les prix du pétrole explosent, je pense que les solutions, là aussi, locales sont à trouver. Et enfin, à ma droite, Julien Carmona, qui est banquier, s'excuse, mais c'est pas mal, et banquier, je dirais, régional un peu, assez régional, pas que, mais assez régional, puisque c'est le Crédit Mutuel Arkea, Crédit Mutuel de Bretagne. On verra si ça restera Crédit Mutuel longtemps, mais ça pourrait être un débat. Et enfin, à distance, Yamini Eyar, qui est présidente du Centre for Policy Research India. Bonjour madame, hello, you will speak in a few minutes. Thank you to be with us. Merci beaucoup. Alors Chloé, je te passe la parole tout de suite, en 4 minutes à peu près, chrono, ta vision du sujet. Alors, territorialiser la gouvernance, comme tu l'as très bien dit, généralement quand on prononce un mot du style gouvernance ou institution, les experts ont les yeux qui brillent, mais les citoyens commencent à bâiller. Le mécano institutionnel intéresse assez peu les Français. C'est en tout cas ce qu'ont coutume de dire les analystes de l'opinion dont je suis. Et pourtant, ce sujet pourrait vous surprendre. Et l'actualité politique récente, en réalité, le démontre. Depuis des années, nous avons assisté à une montée en puissance de la critique des institutions et de la critique, plus précisément, de nos modes de prise de décision, notamment au niveau national, à savoir le présidentialisme exacerbé, le déséquilibre des pouvoirs entre exécutif et législatif, ou même le partage inéquitable des pouvoirs, sans doute, au sein même du Parlement, entre la majorité et les oppositions. Mais jusqu'aux élections récentes, cette critique était finalement restée dans un petit cercle, essentiellement dans un cercle d'experts, même si, évidemment, de plus en plus de citoyens ont ressenti les limites de notre modèle, et finalement, la crise des Gilets jaunes en est une illustration. Et soudain, à la faveur des élections législatives, des élections qui ont été à bien des égards assez étonnantes, ce débat sur le partage du pouvoir s'est imposé au cœur du champ politico-médiatique. Et ce que les candidats, finalement, notamment les candidats à la présidentielle, n'avaient pas su ou pas pu imposer dans le débat, finalement, les citoyens l'ont fait. Donc nous vivons une période qui est assez tumultueuse, mais qui est passionnante,
où finalement nous redéfinissons par tâtonnement souvent, et on peut bien imaginer qu'il y aura des blocages, des à-coups et des accidents, mais nous vivons une période de redéfinition des rôles de chacun, et finalement peut-être de redistribution, alors peut-être à la marge, peut-être de manière plus ample, de redistribution des pouvoirs entre Parlement et exécutif ou entre majorité et opposition. Évidemment, il y aura sans doute des difficultés, des tâtonnements, comme j'ai dit, mais la manière de décider, je le crois, va évoluer au niveau national. C'est en tout cas pour moi une certitude. Et cette redéfinition des modes de prise de décision, qui doit, in fine, en fait, nous permettre de tout simplement mieux décider pour la collectivité nationale et donc nous sentir sans doute davantage solidaires des décisions qui sont prises au niveau national. Et bien, cette redéfinition-là, elle doit aussi nous permettre sans doute d'agir plus efficacement, du moins il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête en si bon chemin. Et elle doit aussi être pensée à l'échelon local, et c'est là que nous arrivons à notre sujet, car à l'échelon local, nous sentons bien tous à notre niveau, qu'on soit observateur de la vie politique comme je suis, mais citoyen, chef d'entreprise ou patron de collectivité territoriale, nous sentons bien que les potentialités sont immenses pour améliorer la manière dont on décide, que ce soit dans le domaine des transports, de l'eau, ou tout autre domaine d'ailleurs économique ou social et politique, et que les blocages, les sources d'inefficience sont encore nombreux. L'enjeu, il est simple, on le connaît tous, c'est notre capacité à régler et à faire face aux multiples crises que nous avons à affronter, que ce soit des crises telles que la guerre en Ukraine ou le réchauffement climatique, les difficultés sociales, les inégalités croissantes. Et donc ces défis-là, évidemment, rendent de plus en plus urgente la nécessité de repenser la manière dont nous décidons et pensons au niveau national, donc comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi territorial. Et au fond, c'est pour ça que le sujet du partage du pouvoir est assez central, même s'il peut paraître souvent technique. Et moi, je suis très heureuse qu'on l'aborde d'une manière très concrète aujourd'hui, à travers des acteurs qui peuvent faire toucher du doigt les implications en réalité que nos modes de décision et nos modes de gouvernance peuvent avoir. Parce que, au fond, une des questions premières du débat politique aujourd'hui à mes yeux, c'est vraiment quel est le bon échelon pour décider et agir, et évidemment avec qui. Et c'est autour de ces questions que nous allons à présent nous tourner. Absolument. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation qu'on peut l'applaudir, bien entendu, mais vous pourrez nous applaudir tous à la fin, ça sera plus simple. Et peut-être pour caractériser cette table ronde, ce qui je trouve très intéressant, c'est qu'on voit qu'on est dans l'échelle de la politique, mais qu'on n'a pas de politique, la table pour en parler. On a 3 praticiens du monde de l'entreprise et qui pratiquent en revanche le dialogue avec le pouvoir politique, qu'il soit national ou local. Et on va commencer avec la question de l'eau, avec vous, Sabrina Soussan. Donc je disais, nouvelle directrice générale du Nouveau Suez, donc il s'est passé ce qui s'est passé, mais aujourd'hui vous êtes à l'action notamment pour Suez aujourd'hui, pour la France, ça n'a pas, vous me disiez, changé grand-chose en termes de périmètre, mais en revanche, en termes d'urgence d'agir et d'être sur des sujets qui sont de l'environnement en général et notamment de l'eau, vous êtes, je dirais, dans une nécessité de dialoguer avec à la fois les échelons des décideurs locaux et nationaux. Comment est-ce que vous abordez ce sujet de territorialiser la gouvernance et de trouver des voies de passage, sachant que l'eau va être une ressource, comme on est en train de découvrir que beaucoup de ressources vont être peut-être plus rares dans le futur. On ne découvre pas forcément, mais on n'en avait pas forcément autant conscience que l'eau pourrait nous manquer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc le Nouveau Suez, vous l'avez dit, je vais peut-être rappeler ce que c'est le Nouveau Suez. Donc c'est 40 000 collaborateurs, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires et c'est un leader de l'économie circulaire et de la transition écologique. Et nos 2 métiers cœurs, c'est l'eau, mais c'est aussi les déchets. Donc il y a de eau et déchets. Donc comme
comme on est dans ce domaine de transition écologique, d'environnement, je vais axer mon discours sur cette gouvernance environnementale. Et j'ai 5 points. Et je vais partir de la gouvernance en haut, supranationale, si vous voulez, et aller vers le local. Donc pour ce qui est de mon premier point, le premier point, c'est que le défi environnemental, c'est un défi immense pour tous, hein, pour nous tous, qui a en plus qui nécessite une double solidarité, une solidarité entre générations. Pourquoi ? Parce que les générations d'aujourd'hui, les citoyens d'aujourd'hui vont prendre des décisions dont les effets dépassent leur espérance de vie. Donc ça, c'est quand même un gros défi. Et le deuxième, c'est que les économies qui sont avancées ont une croissance beaucoup plus sobre que les économies émergentes. Et il va falloir aussi que ces économies avancées supportent les économies émergentes malgré une croissance plus faible. Ça, c'est un deuxième défi. Et la gouvernance supranationale est nécessaire dans le domaine de l'environnement. Et elle est nécessaire, par exemple, vous pensez aux conventions climat de l'ONU. Donc ça, c'est une gouvernance supranationale. Malheureusement pour l'eau, ça n'existe pas. Ou pas de cette façon. Et ça, c'est un problème, parce que l'eau va devenir un grand défi, hein, comme vous l'avez dit. Par exemple, il va y avoir enfin une conférence à New York en 2023 des Nations Unies pour l'eau. Il n'y a pas eu ce genre de conférence depuis 1977. Donc vous pouvez, voilà, je vous laisse faire les conclusions. Donc il faut vraiment une instance à l'échelon international. Donc ça, c'était mon premier point. Il nous faut une gouvernance supranationale. Le deuxième point, c'est que cette gouvernance supranationale doit naturellement être déclinée à l'échelon national. Et autrement dit, on revient au titre de ce panel, il faut territorialiser la gouvernance pour l'inscrire dans un cadre législatif et réglementaire. Et c'est ce cadre qui permet de changer les comportements, et de changer les comportements de façon plus rapide. Je vous donne 2 exemples, c'est toujours plus facile d'illustrer par des exemples. La taxe générale des activités polluantes, par exemple, a permis de décaler des déchets qui devaient aller à l'enfouissement vers une valorisation énergétique. Donc ça a permis de faire ça. Un deuxième exemple, en Suisse, par exemple, vous avez une réglementation sur les micropolluants. Ils sont obligés de traiter les micropolluants. Du coup, il n'y a plus de rejet de micropolluants dans le milieu naturel. Voilà. Donc j'arrive à mon point 3. Le troisième point, c'est qu'il faut des solutions locales aux enjeux pour répondre aux enjeux locaux. Et ça, c'est important aussi. Il faut regarder vraiment les enjeux environnementaux locaux, comment on peut fournir des solutions locales. Un exemple qui est assez surprenant, d'ailleurs, dans le nord de la France, les nappes phréatiques diminuent de façon sont très basses. C'est une région où vous avez beaucoup de munitions et de pollution qui reste de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, la concentration de cette pollution est importante et il faut la traiter de façon spécifiquement, qui est vraiment spécifique à la région. Donc il faut ce genre de solution locale également. Un exemple dans les déchets, pour le recyclage, tout se passe à la source, comme tout le monde le sait, pour la production des déchets ou alors le tri. Hein. Et selon les régions, vous avez des comportements qui sont complètement différents. Donc il faut adapter les solutions. D'ailleurs, les régions, la Bretagne et l'Alsace sont des régions vraiment très très bonnes élèves dans ce domaine-là. Il faut aussi des solutions, je nomme la Bretagne. Au hasard. Hein. Au hasard, mais c'est vrai. Il faut également des solutions qui s'adaptent aux différentes sociologies, aux différents habitats. Donc ça, c'est important. Le point suivant, c'est qu'il faut également territorialiser la gouvernance et choisir le mode de gouvernance local adapté au contexte local. Dans la gestion de l'eau, il y a différentes sortes de gouvernance. Il y a la délégation de services publics, il y a les concessions, il y a les CEMOP qui sont des sociétés à économie mixte, il y a des partenariats publics et privés. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien. Et en fait, on supporte les clients, on supporte nos clients afin de co-construire avec eux et de définir le mode de gouvernance qui est le mieux localement.
Et ça, c'est aussi un sujet important. Et j'en profite pour faire le point que la gouvernance publique n'implique pas la mise en œuvre des solutions implémentées seulement par des acteurs publics. C'est vraiment un partenariat. Donc, j'en arrive à mon dernier point qui est la technologie. Nos soucis environnementaux demandent de plus en plus de technologies qui sont très complexes. Et ces technologies ne peuvent pas être développées que dans un territoire, c'est pas possible. Donc il faut vraiment développer des solutions complexes à un échelon plus centralisé, si vous voulez, pour répondre aux défis. Par exemple, quand vous pensez à tout ce qui est digestion anaérobie, ça devient très très technique. Donc digestion anaérobie des bouts de stations d'épuration, des déchets organiques pour produire du biométhane, du biogaz, c'est quelque chose de très actuel, mais c'est très technologique, donc ça ne peut pas se faire à l'échelle du territoire. Pareil pour le recyclage du plastique, mécanique ou chimique, ça demande beaucoup de savoir-faire. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est également important d'apporter et de mettre dans la balance. Pour conclure, je dirais que le défi de la transition écologique exige des réponses au bon niveau de gouvernance. J'espère que je vous l'ai bien illustré avec ces exemples. Donc le bon niveau de gouvernance qui soit supranational, national ou local, et demande une collaboration et un travail étroit entre acteurs publics et privés. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de silver bullet, comme on dit en anglais, il n'y a pas de superwoman, c'est pas moi, mais il y a seulement des acteurs mobilisés tous ensemble autour de ce défi. Voilà. Merci beaucoup Sabrina Soussan, merci. Et effectivement, on vous applaudit pour avoir tenu parfaitement le temps. Et j'espère que vos voisins masculins seront aussi performants. J'ai juste, du coup, comme vous avez respecté le temps, une petite relance et une question très courte. Vous pourrez poser des questions, soit peut-être tout à l'heure par oral ou sinon en m'envoyant un SMS. Mais juste une question que tout le monde se pose peut-être dans la salle, c'est la sécheresse qui est aujourd'hui et qu'on voit dans cette région en particulier, qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'on pourra encore remplir notre piscine dans des régions qui connaissent ces stress hydriques dans 10 ou 15 ans, ou est-ce qu'il y aura des régulations? Est-ce qu'il en faudra? Comme en Californie, par exemple. Je répondrai en disant qu'il faut agir. Le sujet de l'eau, comme j'ai mentionné, a été un sujet qui n'a pas été vraiment en haut de l'agenda. Et il faut agir. C'est ça qu'on parle du CO2, mais un peu de l'eau. Exactement. Quand vous pensez, même en France, le plan de relance, c'est 100 milliards, il y a 30 milliards pour l'environnement, il n'y a que 300 millions pour l'eau. Bon. Et il y a des investissements en retard, donc il faut investir. Il y a le problème de fuite, donc il y a une partie de l'eau qui part. Il paraît que sur une année, la France perd en fuite l'équivalent de la consommation annuelle de la Belgique. C'est possible, c'est à peu près 20%. Le rendement des réseaux, c'est à peu près 20%. Donc il faut investir. Au rythme d'investissement d'aujourd'hui, il faut 200 ans pour renouveler les réseaux. Donc après, il y a des solutions techniques, par exemple réutiliser l'eau. L'eau, en fait, le recyclage. La plus grande partie de l'eau, si vous voulez, on l'utilise pour l'agriculture, en fait. Or, on utilise souvent de l'eau potable pour arroser, au lieu d'utiliser de l'eau qu'on traite et qui est réutilisée. C'est ce qui se passe chez nos voisins en Espagne, en Italie. Ils sont très en avance sur nous. Vous avez les chiffres? À peu près 10%. Ouais. Et nous 10%, nous, on n'est à même pas 1%. Ouais. Donc il y a des progrès à faire. Beaucoup de progrès d'investissement et du partenariat public-privé. Merci beaucoup. On reviendra peut-être sur ces sujets s'il y a des questions. Ensuite, deuxième exemple. Alors, je citais les gilets jaunes parce que la question des mobilités, finalement, c'est évidemment au cœur de la question du territoire. On ne va pas essayer de redire ce mot territorialiser la gouvernance, qu'on va finir par l'écorcher. Mais avec Thierry Mallet, donc le patron de Transdev, comment inciter les collectivités locales, puisque c'est ça, c'est des solutions locales, à coopérer au bon niveau pour trouver des solutions pour désinciter les gens, ou en tout cas les encourager à ne pas prendre la voiture. À ce moment-là, il faut des transports collectifs. Vous avez la parole pour 6 minutes, puis on en discutera. Merci beaucoup également pour l'invitation. Je voudrais, pour planter le décor de la mobilité du quotidien, c'est celle qui va nous intéresser, pas la grande distance, c'est celle des déplacements quotidiens, partager quelques chiffres avec vous. Le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, la part de la voiture en France, quand on regarde les kilomètres parcourus tous les ans, c'est 83%. C'est-à-dire que la voiture, elle reste extrêmement majoritaire en France. Les transports publics, c'est à peine 11%. Et quand vous regardez la marche, c'est 3%, et le vélo, c'est 1%. Pour vous donner à peu près l'image, ce sont des chiffres de 2018, pré-Covid.
puisqu'on n'est pas tout à fait retourné dans une situation normale aujourd'hui. C'est juste pour donner l'importance de la voiture. Et pourquoi on a cette situation-là? C'est aujourd'hui, on voit bien que la voiture est devenue le moyen de déplacement principal en France, presque plus d'ailleurs qu'en Allemagne. En Allemagne, la part de la voiture, c'est à peine 75%. C'est-à-dire que la France utilise beaucoup plus la voiture que l'Allemagne en termes de kilomètres. C'est lié à notre développement urbain, c'est lié effectivement à la métropolisation, c'est lié au fait qu'une grande partie de la population en France vit en milieu peu dense. C'est 40% de la population qui vit, même si on vit sous l'influence des métropoles, on n'habite pas forcément dans des zones denses, dans des zones dans lesquelles il y a peu de dessertes. Aujourd'hui, les transports publics sont devenus extrêmement efficaces dans les zones très denses, dans les villes. Il y a des trams, il y a des métros, il y a des bus. Mais dès qu'on sort de ces centres urbains, eh bien, on n'est plus dans la métropole, il n'y a pas forcément de services, il n'y a pas d'alternative. La raison pour laquelle les Français prennent les transports publics, ce n'est pas le coût, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que vous prenez le transport public parce que c'est une vraie alternative à la voiture, parce que vous mettez un temps qui est très similaire. Les transports publics, c'est toujours moins cher que la voiture. C'est en moyenne 7 fois moins cher que la voiture quand vous comparez le prix d'un abonnement et le prix de ce que vous allez dépenser quand vous prenez votre voiture quotidiennement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et on le voit aujourd'hui avec l'augmentation du prix de l'essence, ça n'a pas fait augmenter de manière très très sensible la fréquentation des transports publics, sauf le week-end où vous, du coup, vous déplacez uniquement en transport public parce que vous n'avez pas de déplacement contraint. Mais pour les déplacements de la semaine, il n'y a pas eu un afflux lié à cette surcharge, à cette espèce de taxe qui est le résultat effectivement de l'augmentation du prix de l'essence. Donc ça veut dire qu'il faut de l'offre, et cette offre, il faut qu'elle soit à la bonne échelle. Quand on regarde l'échelle aujourd'hui, le trajet qui est le plus important, c'est le trajet domicile-travail. C'est plus de 50% des kilomètres parcourus chaque année dans les déplacements du quotidien. Si je rajoute les trajets pour faire ses études, on passe à 60%. Donc ça veut dire, et le trajet quotidien des Français, c'est à peu près 40 km en moyenne. Alors c'est très très inégal, hein, et vous avez plus de 34 km qui est consacré tous les jours pour aller travailler. Donc le trajet le plus important, c'est le trajet domicile-travail. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens habitent loin de leur emploi. Quand vous regardez les métropoles, plus de 40% aujourd'hui des gens qui travaillent dans les métropoles n'habitent plus cette métropole et n'ont pas forcément de services, puisque les services sont organisés au niveau de la métropole, mais pas forcément au niveau du périmètre autour de la métropole. Et on a vraiment besoin aujourd'hui de penser la mobilité, pas simplement au niveau des métropoles, mais au niveau des bassins de vie. Et les bassins de vie ne respectent pas forcément les limites administratives. On voit bien que le bassin de vie d'une ville comme Bordeaux, d'une ville comme Aix, Marseille, c'est plutôt 50 km que les 20 km de métropole. Et on voit bien qu'on a un enjeu d'organisation. Alors, la loi d'orientation des mobilités a commencé à établir un cadre qui va justement permettre ce dialogue entre collectivités locales pour pouvoir justement inventer cette mobilité. Dans les pays où cette mobilité régionale est beaucoup plus forte, et je reviens sur l'exemple de l'Allemagne qui est un pays dans lequel le Transdev est très présent, eh bien la part des transports publics, c'est le double de la France. En France, on est à 11% des kilomètres parcourus en transport en commun. En Allemagne, on est à 19% parce qu'il y a plus de trains régionaux, il y a plus d'offres, il y a plus de cars régionaux qui font qu'effectivement, il y a une vraie alternative à la voiture. Et si demain, on veut que les Français se passent de leur voiture, ce n'est pas en craignant des contraintes, parce que la contrainte, ça va exclure les gens. Les zones à faible émission, vous allez exclure des gens qui ne pourront pas avoir des voitures électriques d'aller dans le centre. Donc il est important de leur offrir des alternatives, et ces alternatives, elles ne doivent plus se faire au niveau du centre des métropoles où le problème est déjà réglé, où la voiture est déjà peu utilisée, hein. La voiture, dans les trajets métropole-métropole, il est à peu près d'un tiers. Ça explose dès que vous sortez de la métropole et que vous allez vers l'extérieur. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un enjeu de gouvernance, c'est-à-dire de se travailler à la bonne échelle. Et chaque sujet, on a évoqué l'eau tout à l'heure, on pourra évoquer les déchets. Quand on parle de la mobilité, il faut travailler au niveau du bassin de vie. Et le bassin de vie, c'est devenu des espaces de 50 km. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et c'est là qu'on attend à la fois la collaboration entre les métropoles et les régions pour travailler là-dessus. Et il y a quelques très bons exemples. Alors, quelques exemples peut-être, il nous reste 2-3 minutes pour expliquer quelles solutions on peut proposer, et notamment vous proposez vous. Alors, il y a des solutions. Il y a la solution très classique des trains régionaux et des RER régionaux, on en parle beaucoup. C'est forcément des solutions de temps long, puisqu'on sait qu'il va falloir réinvestir. C'est sur des celles de temps de 10 à 15 ans. Il y a des solutions beaucoup plus simples, et je voudrais illustrer une solution qui a été mise en place par la métropole de Bordeaux avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une ligne de car qui existe entre Créon, je ne sais pas si vous connaissez, et Bordeaux. On est à 30 km de Bordeaux, c'est une petite ville, Créon. Il y a une ligne qui a été lancée juste avant le Covid, en 2019. Dès le début, ça a été 1000 personnes par jour qui ont pris cette ligne. C'était des cars à haut niveau de service, donc c'est-à-dire qui avaient à bord des prises USB, qui avaient le Wi-Fi.
Vous êtes assis pendant tout le trajet. Ces cars ne bénéficiaient pas encore de voies dédiées. Il y en aura peut-être à l'avenir. Donc on fait le trajet en même temps que la voiture. Mais dès le début, ça a été plein parce que les personnes qui prennent ces cars économisent par mois 200 € d'essence. Déjà pour dire que c'est un enjeu également de pouvoir d'achat, parce que derrière l'enjeu de la voiture, derrière le fait qu'on est prisonnier de sa voiture, il y a un véritable enjeu de pouvoir Mais pour que d'achat. les gens abandonnent la voiture, est-ce qu'on a mis en place des parkings pour aider Alors, il y les a gens? eu des parkings mis en place parkings relais. le long Ouais. du trajet qui permettent effectivement aux personnes de se garer et de laisser leur voiture. Il y a aussi un exemple comme ça en région parisienne avec le parking de Brie-sous-Forges, lui qui est à 50 km de Paris, qui est juste à côté du péage de Saint-Arnoux sur l'autoroute A10. Et là, vous avez plus de 1500 personnes qui abandonnent tous les jours leur voiture pour prendre des cars qui les amènent pas dans le centre de Paris, mais jusqu'à la première gare en périphérie, qui est la gare de Massy. Et on a dû même passer sur des cars impériales, tellement la demande était forte. Et aujourd'hui, c'est des cars toutes les 5 minutes le matin qui passent pour vous emmener dans Paris, pour vous dire la fréquence et le succès de ce type de solution. Et là, l'économie, elle est encore plus forte. Les 270 € par mois. Et alors j'allais dire, oui, 40 minutes Thierry par Mallet, temps de parcours. vu le prix actuel du litre de gazole ou de super, c'est une solution promise à un brillant avenir. Comment on l'a passé à l'échelle? Alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est que effectivement le cadre juridique existe. Il faut que les métropoles et les régions s'en saisissent pour pouvoir offrir ce service, parce que c'est des services rapides à mettre en place. La ligne Créon-Bordeaux, ça a été 6 mois pour la mettre en place, donc c'est rapide, hein. C'est des cars. Ils fonctionnent sur des leur bus électriques aussi? Des bus électriques? Alors, ça peut être des bus électriques. Au début, c'est des bus diesel. Déjà, des bus diesel, quand on est 50 dans un bus diesel, Ça pollue 50 dans moins un quand on car, a 50 ça voitures pollue moins que diesel, c'est 50 sûr. voitures. Donc, c'est déjà une première étape. Et il y a effectivement la possibilité d'avoir des cars électriques. Nous avons dans la région des cars électriques. On a des liaisons de cars électriques entre Avignon et Aix, et entre Aix et Toulon. Pour dire qu'effectivement, le car électrique, ça peut aussi marcher sur des distances d'une centaine de kilomètres. Dernière question, juste, on est à peu près dans les temps du jour, mais rapidement, il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est la gratuité des transports collectifs dans un certain nombre de villes qui se disent, alors, il y a le sujet du pouvoir d'achat qui est quand même très présent. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise solution en termes d'incitation à prendre, à quitter sa voiture? Alors, on voit bien que l'effet de l'augmentation du prix de l'essence, qui n'a pas incité les gens à prendre les transports publics, on voit bien que l'enjeu, c'est pas le prix. Les gens ne prennent pas les transports publics parce que c'est pas cher, ils prennent les transports publics parce que c'est pratique. Aujourd'hui, dans tous les systèmes de transport public, il y a des systèmes de tarifs solidaires qui permettent aux gens qui ne peuvent pas payer de rentrer dans le système de transport public. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'offre. Si on veut que les gens puissent abandonner leur voiture, il faut avoir de l'offre qui soit une véritable alternative. Le vrai gain de pouvoir d'achat, c'est pas de payer moins cher les transports publics, c'est de se passer de sa voiture. Ça suppose de doubler, de voire tripler l'offre aujourd'hui pour que les gens, pour qu'on puisse faire passer la part de la voiture de 83% à 60%, ce qui serait un bon objectif. Hein. Ça ne sera jamais zéro, la voiture fera toujours partie de la solution. Le but, c'est que les gens ne l'utilisent pas pour faire 50 km, mais pour faire 10 km pour aller jusqu'à un parking relais. Et qu'à partir de là, ils trouvent une offre de transport public de qualité, c'est-à-dire de la fréquence. Hein. Une offre de transport public de qualité, ça veut dire que ça démarre à 6h le matin jusqu'à 10h le soir. Ça veut dire que vous en avez toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures en heure de pointe, éventuellement toutes les heures en heure creuse, parce que ça devient une véritable alternative et vous pouvez abandonner votre voiture de manière fiable. Sinon, vous ne le faites pas. Si vous avez 4 trains par jour ou si vous avez 4 bus par jour, ce n'est pas une alternative à la voiture. Ce n'est pris que par les gens qui n'ont pas de voiture et qui sont prisonniers. Et je rappelle qu'en France, 25% des gens ont été amenés à refuser des emplois ou des formations parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre ni à la zone d'emploi ni à la zone de formation. Donc ça veut dire que pouvoir se passer de sa voiture, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Pouvoir se passer de sa voiture, c'est aussi une vraie liberté pour se déplacer. Et donc il faut qu'on continue de trouver des solutions. Et l'enjeu, c'est l'offre. Pas le prix, c'est l'offre. Merci beaucoup Thierry Mallet. Là aussi, vous voyez, on peut parler des sujets de façon très concrète. Peut-être parce qu'il n'y a pas de politique, mais pardon. Avec Julien Carmona, on va parler maintenant de finances. Alors, vous pouvez parler du sujet de la gouvernance à double titre, puisque à la fois vous êtes une banque régionale, donc cette question de l'échelle, de l'épargne de proximité, on parle beaucoup des financements de proximité aujourd'hui, c'est très à la mode et c'est une façon peut-être de recréer le lien de confiance entre le financement de l'économie et les entreprises. Mais vous avez peut-être une deuxième actualité, puisque vous nous avez envoyé à nous, la presse, un communiqué hier en disant qu'il fallait rediscuter avec la Fédération du Crédit Mutuel de votre place, et on sait que le Crédit Mutuel Arkea, puisque ce n'est pas que la Bretagne, c'est également le sud-ouest de la Fédération du Crédit Mutuel, voudrait prendre plus d'indépendance, voire une indépendance totale. Donc cette question de la gouvernance à l'intérieur de cet ensemble peut être traitée
par vous. Je vous laisse choisir par quoi vous voulez commencer. Merci beaucoup, bonjour et merci pour l'invitation. Peut-être commencer par le thème général et ensuite le thème particulier. Donc le thème général, alors je me disais territorialiser, ce mot qu'on a du mal à prononcer, on pourrait le remplacer par un mot qu'on a tout autant de mal à prononcer, qui est subsidiarité, principe fondateur de l'Union européenne et qui est un principe, je trouve, parlant par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, qui est que ce qui peut être bien fait au niveau inférieur, le niveau supérieur n'a pas à s'en occuper. N'a pas à s'en occuper parce que, un, c'est inefficace, et deux, c'est injuste. C'est injuste de priver une communauté humaine locale des moyens de traiter un sujet qu'elle a la capacité à bien traiter. Tout ça venant de la doctrine sociale de l'Église et qui ensuite a infusé dans l'Europe. Ensuite, peut-être sur nous, l'exemple de Crédit Mutuel Arkea, je ne sais pas si c'est un exemple. Donc on est en effet une banque régionale, territoriale, qui a son siège à Brest, enfin même dans une petite commune à côté de Brest qui s'appelle Le Relecq-Kerhuon, 12 000 habitants. Et forte implantation à Brest, forte implantation à Rennes, forte implantation à Bordeaux, que nous sommes une banque bretonne, nous sommes aussi une banque girondine, au sens géographique du terme et au sens politique du mot girondin, 1792 et ce qui a suivi. Et du coup, on est également la 7e banque française, avec 11 000 collaborateurs, dont 10 000 en dehors de l'Île-de-France. Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, mais aussi Provence et d'autres régions. Alors on peut se demander si on est les derniers des Mohicans ou si on est les précurseurs d'un monde nouveau, voilà, pour être pompeux. Parfois, quand on vous regarde, on se demande si vous n'êtes pas le village gaulois. Bah oui, mais un village gaulois qui a la plus forte croissance de toutes les banques françaises, et y compris une croissance de l'emploi, ce dont on est assez très fier en réalité, puisque dans les 5 dernières années, nos effectifs se sont accrus de 20%, alors que l'ensemble du secteur bancaire français détruisait 7% de ses emplois. Donc on se dit que ça a peut-être à voir avec notre modèle de banque territoriale qui fait du circuit court, qui fait du 100% local et qui fait de l'innovation. Alors je dirais, nous, on trace notre chemin et je vais essayer de donner 2-3 exemples, mais on s'inscrit dans un contexte qu'on connaît tous, mais dont ça vaut la peine de parler 2 minutes, qui est le contexte d'un pays hyper centralisé. Centralisation en termes de droits et de compétences. Il y a eu de nombreuses lois de décentralisation. Elles ont apporté des petites avancées. Elles ont apporté surtout une énorme complexité à la fin, parce que l'État ne se dessaisit pas des compétences qu'il est censé transférer. Et au fond, il y a eu une multiplication des échelons, et aucun échelon n'a la capacité à agir tout seul. Nous, quand on veut parler de développement économique, on se tourne naturellement d'abord vers les régions, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, et en effet vers les métropoles, quand elles ont cette compétence-là. Mais les régions qui sont les interlocuteurs naturels sont même pas sont des acteurs politiques, mais sont des nains budgétaires. Elles peuvent parler de plein de choses, elles n'en ont pas les moyens. Donc nous rêverions d'avoir évidemment des lenders à l'allemande, ou même les régions italiennes ou les communautés espagnoles. Comme ça n'est pas le cas, et je pense que ça ne va pas être le cas tout de suite, on va essayer de se débrouiller autrement. Donc cette centralisation qui reste très forte, et dès que quelque chose peut bouger, on brandit tout de suite les principes d'égalité et d'indivisibilité de la République. Deuxièmement, évidemment, la concentration des lieux de pouvoir à Paris, les lieux de pouvoir public. Moi, je saluais la mémoire d'Édith Cresson, qui avait injustement critiqué, parce que c'est la seule qui avait délocalisé, on disait, déconcentré une vingtaine d'organismes publics, dont l'ENA. Tout le monde lui est tombé dessus. Ça n'avait pas rendu très populaire dans ces organismes. Non, mais même ailleurs, et je trouve que c'est bien dommage. On a un exemple que je pourrais développer, on n'a pas le temps, qui est la délocalisation de l'Ifremer, qui était à Issy-les-Moulineaux et qui maintenant est à Brest. L'idée de mettre l'Ifremer au bord de la mer paraissait pas complètement délirante. Néanmoins, il a fallu 15 ans entre l'annonce et la fin de la mise en œuvre de ça. Bon, tout le monde est content, et puis les chercheurs en océanographie, au bord de la mer, c'est pas mal. Mais un des arguments des syndicats et de la direction qui se sont opposés à ça, c'est « Ah ben non, il faut qu'on reste à Paris, parce que c'est quand même pratique d'être à côté du ministère de la mer. » Voilà. Je pense qu'il faut Après la crise du Covid, c'est sûr que peut-être c'est ça. Ça a un peu changé. Ça a un peu changé. Il y a la concentration des sièges d'entreprise, plus de 90% des sièges du SBF 120 en Île-de-France. Il y a des brillantes exceptions. Il y a Michelin à Clermont, Airbus à Toulouse, Lactalis à Laval. On en a en Bretagne aussi. Samsic, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 90 000 salariés, c'est à Rennes. Et puis nous-mêmes, avec nos 11 000 salariés, ou Yves Rocher dans le Morbihan, à Gansilly,
17 000 salariés dans le monde entier. Et ça, c'est pour passer au point suivant, c'est de dire que quand même ça bouge. L'État, la structure ne bouge pas, mais il y a une espèce de mouvement qui se fait par le bas, de territorialisation ou de subsidiarité concrète, qui vient des entreprises, ou parce qu'il y a des naissances de champions locaux, ou parce que les grandes entreprises nationales s'organisent et se reterritorialisent. Il y a des exemples dans tous les domaines, entreprises familiales, des mutuelles comme nous, des entreprises publiques et ainsi de suite, parce qu'elles y ont intérêt et avantage pour leurs salariés et d'avoir une gouvernance qui reflète ça. Et puis il y a les citoyens qui commencent à voter avec les pieds, à faire la déconcentration réelle en dehors de l'Île-de-France et un peu en dehors des métropoles, puisque les métropoles fonctionnent, mais l'idée n'est pas d'avoir de belles métropoles au milieu d'un désert. On disait Paris et le désert français, mais si c'est pour avoir Toulouse et le désert occitan, ou Bordeaux et le désert aquitain, c'est pas idéal non plus. Et donc, par une pression, et c'est extrêmement lié aux questions de la mobilité, en effet, c'est ça qui peut être le déclencheur d'un nouvel aménagement du territoire qui ne viendra pas d'en haut, parce que moi je pense que l'État ne le fera pas, tout simplement. Il ne veut pas le faire, et peut-être qu'il n'a plus la capacité de le faire. Je parlais en connaissance de cause, ayant participé à certains oui, il y a longtemps, cabinets. Oui, voilà, c'est ça, il y a longtemps. Mais je crois qu'il faut être lucide là-dessus. Mais l'aménagement du territoire par le bas, par tout simplement une espèce d'étalement positif de la population, des centres de décision et des infrastructures, ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors peut-être 3 mots pour finir sur effectivement notre modèle de banque. Donc on est une banque mutualiste et coopérative. Coopérative, ça veut dire que au fond, on n'a pas d'actionnaires, on est les représentants des sociétaires, c'est comme ça que s'appellent nos clients. Et nos sociétaires élisent leurs élus. Mais personnellement, je suis élu par 300 caisses locales de crédit mutuel, en Bretagne, en Aquitaine, et dont les conseils d'administration sont tous sauf des banquiers professionnels. Il y a le patron ou la patronne de PME locale, il y a une infirmière, il y a un formateur à l'IUFM, il y a un agriculteur. Et tout ça, c'est un modèle de gouvernance dont on peut-être pouvait sourire il y a quelques années, mais qui me paraît en réalité très moderne. Il faut éviter évidemment des dérives comme il y a pu avoir dans certaines mutuelles, mais si on évite ces dérives, c'est un modèle extrêmement ancré, très attentif au fond à ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes, les territoires, et qui n'empêche pas d'avoir un modèle qui fonctionne. Fort de ça, je termine Philippe, fort de ça, on a évidemment défini une raison d'être, on est devenu société à mission il y a 2 mois, et avec des objectifs évidemment qu'on prend au sérieux, le sens de la société à mission, mais ce que font aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ce statut-là, c'est de dire on adopte des objectifs, on les fait vraiment, et en tout cas on en rend compte de manière extrêmement publique et transparente. Donc objectifs environnementaux, sociaux ou sociétaux, et territoriaux. L'idée de contribution à la vitalité territoriale. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. On fait notre petit bout de chemin. Notre modèle n'est pas extrêmement populaire vis-à-vis de la technostructure parisienne, à laquelle en effet j'ai appartenu en d'autres temps. Et au fond, c'est peut-être ça qui permet de répondre ou d'embrayer sur le deuxième sujet. L'histoire de Crédit Mutuel, Arkea, dans tout ça, c'est un projet de liberté, d'autonomie, de subsidiarité. On fait partie indiscutablement au plan légal, au plan juridique, d'un ensemble qui est le Crédit Mutuel, qui a été extrêmement décentralisé à l'origine, et c'est ça qui a fait son succès, c'est ça qui a fait sa force, et qu'il est devenu moins. Pourquoi ? Parce que la consolidation est à l'œuvre, et que derrière, il n'y a pas un Crédit Mutuel, il y en a 2. Il y a nous qui sommes le petit, et puis il y a le gros, qui est le Crédit Mutuel né à Strasbourg et qui a eu vraiment des très beaux succès, qui s'appelle aujourd'hui Crédit Mutuel Alliance Fédérale ou CIC. Mais quand vous avez un petit et un gros, c'est difficile d'avoir une gouvernance équilibrée. Ce qui amène à 2 solutions. Ou bien celle qui a été poussée, qui avait été dans la presse aussi 2018, c'est ça ne peut pas fonctionner comme ça, on sort, donc indépendance. Et ça, nous y sommes prêts, mais nous sommes bien conscients du fait que l'ensemble des tutelles, la Banque de France, l'Élysée, que sais-je, ce n'est pas leur solution préférée. C'est un chemin escarpé, mais si c'est la seule solution, nous la prendrons. Ou bien c'est de trouver justement un système fondé sur la subsidiarité. Comme en Europe, il y a un projet collectif, il y a une enveloppe qui fonctionne, mais les décisions essentielles se prennent à l'unanimité. Si on arrive à faire ça, avec nos amis et cousins des autres régions, eh ben, ça peut être une très belle solution. Donc si je peux résumer, vous cherchez à faire... Merci oui. Merci pour cette brillante présentation. Donc si je peux résumer, vous cherchez à obtenir un divorce par consentement mutuel ? Ou une séparation de biens et de corps. Très bien.
Pour terminer, alors merci d'avoir tenu le temps. Vous avez vu, j'ai essayé d'équilibrer pour que personne. Nous avons enfin Madame Yamini Eyar qui est à distance. Est-ce qu'on peut nous connecter avec l'Inde, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour Madame. Vous avez 7 minutes. You have 6 to 7 minutes to explain what is happening in India. Vous avez 7 minutes pour nous expliquer ce qui se passe en Inde et vous avez la parole, madame. Merci, je suis désolée de ne pas pouvoir être là en personne. Ne serait-ce que pour profiter de la beauté de la France et d'Aix-en-Provence. Puisque j'ai déjà eu la chance d'y aller. J'ai écouté la discussion avec beaucoup d'intérêt. Si on regarde les choses du point de vue de l'Inde, mon pays, je pense qu'il me serait utile de vous dire quelques mots sur l'Inde et la gouvernance locale en Inde. Il est important pour nous de privilégier la gouvernance territoriale ou locale. Néanmoins, nous avons quand même pas mal de challenges à relever. Comme beaucoup d'entre vous savez peut-être, l'Inde est un pays très diversifié. En fait, l'Inde, c'est beaucoup de régions, beaucoup d'États, et qui, tous pris ensemble, constituent un État-nation et même une nation-État. Mais il est important donc de tenir compte de l'importance du gouvernement local. Comme je vous le disais, donc, il est important aussi que cet État très diversifié reste uni en tant que nation. Et je le dis parce que, bien entendu, inévitablement, une démocratie laisse la place aux exigences dans l'espace démocratique. Et le fait d'avoir des régions nous permet tout cela. Ça nous permet de tenir compte des religions, des langues, des spécificités locales au sein du tableau plus large qu'est l'État-nation. Par le passé, nous avons eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de problèmes du fait de la question linguistique, car il y a un grand nombre de langues qui sont représentées. Et c'est pour cela quand nous avons travaillé là-dessus depuis 1947 et depuis notre indépendance. Il est important de tenir compte de ces inquiétudes des citoyens. Et c'est tout cela qui fait que, qui permet à l'Inde de rester unie. Il est important de pouvoir être un tout. Bien entendu, cela vaut la peine de dire que dans le contexte indien, la capacité du pays à tenir compte des différences locales a permis d'avoir un État-nation beaucoup plus profond. La nation a le pouvoir constitutionnel qui réunit les États et qui les tient ensemble et qui permet aussi, et grâce à l'Assemblée, d'avoir des représentants des différentes paris du pays. Alors, quand on parle de meilleure représentation et de délocalisation,
il est souvent, même dans un contexte fédéral, on a un peu trop de centralisation. En Inde, le centre du pays a un pouvoir très fort pour permettre aussi à la démocratie indienne de jouer son rôle. L'importance est donc pour la démocratie d'être en mesure de bien représenter les besoins des citoyens compte tenu des diversités dont je vous ai parlé. Et tout cela, comme je le disais, permet une représentation plus réelle et plus complète. J'aimerais maintenant revenir à ce qui a été dit sur l'importance de la subsidiarité et de ce qu'il faut faire au niveau local des gouvernements, au niveau moyen de gouvernement et au niveau national. Ce qui peut être fait par chaque niveau et pas par les autres. C'est très important. Et souvent, on se trompe là-dessus. Et de ce fait, on n'a pas les services publics de qualité que l'on devrait avoir au bon niveau. Des fonctions telles que la gestion des eaux usées ou autres sont entre les mains des autorités de santé publique au lieu des gouvernements locaux, par exemple. Or, bien entendu, il n'y a pas de solution universelle dans un contexte de pays. Il est important, bien sûr, de savoir que les besoins en matière de santé publique dans une partie éloignée du pays ne sont pas les mêmes que dans une autre ou dans une ville. La démographie est très différente aussi, et il y a parfois dans certaines parties de l'Inde où la population est très jeune, alors que si on met au point la politique de santé publique au niveau central, elle ne va pas tenir compte de ces différences, par exemple, d'âge de la population sur place. L'Inde du Nord et l'Inde du Sud ont besoin de politiques très différentes. Par exemple, nous sommes face à des problèmes de santé énormes et on s'est aperçu, par exemple, que ces deux parties de l'Inde où il y avait des gouvernements locaux avaient pu avoir une réponse, une réaction bien meilleure que les parties du monde, du pays qui n'avaient pas mis en place cette subsidiarité dans le cadre de la politique de santé. Donc c'est un très bon exemple de la raison pour laquelle la subsidiarité doit vraiment être prise en compte aux différents niveaux de gouvernance. Yami? Et il est donc très important de tenir compte de l'importance des gouvernements locaux. Par exemple, l'eau, la gestion des déchets, tout cela sont des problèmes. La pollution aussi, ce sont des problèmes qui demandent une réponse très localisée, car elles demandent des comportements qui ne sont possibles à mettre en place que par les interactions entre le gouvernement local et les citoyens, mais qui doivent aussi s'appuyer sur le principe de subsidiarité. Et il y a aussi un dernier défi en matière de gouvernance locale. À mesure que les besoins de gouvernance deviennent plus locaux et qu'on a des structures de gouvernance plus localisées, il faut aussi davantage de coopération entre les niveaux. Et il y a donc des rôles différents que la politique gouvernementale doit assumer. Et tout cela est un vrai challenge. Je vous remercie. Et
Il faut donc réfléchir davantage à la manière dont le principe de subsidiarité se traduit par une plus grande intercoordination au niveau gouvernemental. L'interprète vous prie de l'excuser, mais le son était extrêmement mauvais pour nous. J'espère avoir bien rendu les propos de l'oratrice néanmoins. Dans la plus grande démocratie du monde, et on voit que la question de la subsidiarité se pose partout. Alors peut-être pour conclure, il reste très peu de temps malheureusement pour prendre des questions en direct de la salle, mais vous m'en avez envoyé, donc je vais essayer de les répercuter pour les relancer. Donc pensez-vous qu'il faut mettre fin à la centralisation parisienne du pouvoir et de la décision? On en a un peu parlé, peut-être aux uns et aux autres. L'efficacité de nos institutions pourrait être mieux mise en valeur en disposant d'un référentiel d'évaluation de la qualité permettant d'enclencher une spirale d'amélioration éthique citoyenne. C'est pour quand? Finalement, c'est cette demande de bottom-up qui est aujourd'hui exprimée. On l'a bien vu, Chloé l'a très bien dit, les élections, peut-être dans leur grande sagesse, le village d'Astérix a-t-il envoyé un message qui va nous sauver tous? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être, en commençant par vous, Sabrina Soussan, quelle lecture vous faites, non pas politique, mais est-ce que d'une certaine façon, cette année 2022, après tout ce qu'on a vécu, je parlais des Gilets jaunes, on voit bien qu'aujourd'hui, on demande que les choses se passent autrement et que surtout, on aille vers l'efficacité. Et vous le disiez, l'efficacité, souvent, dans votre cas, souvent, c'est effacé essentiellement dans l'échelon local. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus une demande d'implication, c'est ce que vous dites, hein, et c'est ce qu'on voit. Donc, c'est de la part des citoyens, mais on le voit aussi dans les entreprises. Les collaborateurs veulent de plus en plus être impliqués. Et on parle de plus en plus de raison d'être. D'ailleurs, on attire beaucoup plus les talents avec une raison d'être qu'avec un salaire. Et c'est un fait. Donc il y a ce besoin d'implication. Après, je pense qu'il n'y a pas une règle qui marche partout. Je pense qu'il faut, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, il faut aussi adapter. Il y a des solutions qui sont meilleures localement, d'autres qu'il faut faire plutôt, qu'il faut définir plutôt centralement. Et surtout bien travailler ensemble et collaborer à tous les niveaux. Thierry Mallet. Si je prends l'exemple de l'entreprise aujourd'hui, et la crise du Covid a été un révélateur. Quand on a eu la crise du Covid, le centre de décision, les centres de crise n'ont jamais été au centre, ils ont toujours été sur le terrain, auprès des collectivités locales. Le centre faisait simplement la synthèse au niveau français de ce qui se passait en France et au niveau des différents pays de ce qui se passait. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Transdev, nous sommes présents dans 20 pays, c'est 83 000 collaborateurs dans le monde qui transportent tous les jours à peu près 11 millions de personnes. Et c'est vrai que c'est au niveau de chaque pays, au niveau de chaque ville, je dirais quasiment que c'est organisé le travail. Et d'ailleurs, on a poussé, suite au Covid, notre décentralisation. Notre principe de subsidiarité, ça veut dire que les décisions, elles se prennent de plus en plus sur le terrain. Je n'ai pas 2 dépôts de maintenance qui sont organisés de la même manière pour mes bus ou pour mes trains, sachant qu'on a les mêmes critères pour évaluer l'efficacité. Après, chacun s'organise comme il entend. D'ailleurs, si j'invente à Berlin, à Stockholm ou à Paris la solution pour mes dépôts de maintenance, généralement les gens sur le terrain font l'inverse pour démontrer que ça ne marche pas. Donc, il est préférable de leur laisser la main. Et je pense que c'est vrai du gouvernement. Quand on a un vrai principe de subsidiarité, quand on sait qui est responsable, on est capable effectivement d'aller au bout des solutions. Quand il y a de la confusion, on ne sait pas qui est responsable, on se rejette la décision et on ne peut pas s'améliorer. Donc je pense que le principe de subsidiarité, de s'assurer qu'on est à la bonne échelle, c'est-à-dire que si on est trop petit, on l'a vu pour les villes, il faut être effectivement au niveau du bassin de vie, c'est le bon niveau, mais il faut que le bassin de vie s'organise, quitte à aller voir les autres bassins de vie, en France ou ailleurs, parce que les exemples, ils ne sont pas forcément français. Et je pense que c'est là que le succès, c'est de travailler sur chaque problème à la bonne échelle du problème, avec la bonne subsidiarité et la bonne responsabilisation, parce que quand on sait qui prend la décision et qu'on est seul à la prendre, on ne peut pas fuir sa responsabilité. Julien Carmona, je disais, vous avez participé entre les années 2000 et les années 2020, finalement, sur cette problématique de gouvernance, le jeu des 7 différences, et peut-être pas 7, ça ferait trop long, mais qu'est-ce qui vous semble moderne dans ce qui est en train de nous arriver, et qui, quelque part, peut-être la meilleure des choses? Oui, alors, merci Philippe. Je pense qu'il n'est quand même pas facile de décrypter le message des élections qu'ont voulu dire les Français. Déjà, ceux qui sont venus voter, et ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est peut-être ça le... Soit c'était déjà une information. Mais c'est ça, exactement. C'est peut-être ça le message le plus important. C'est une espèce de désimplication, désaffiliation par rapport à ces sujets-là. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, peut-être par rapport à des
des conclusions que le gouvernement en a tirées. L'une, c'est la notion de planification écologique ou de la transition écologique et environnementale. Et là, j'entends à la fois une très bonne chose et quelque chose qui peut être moins bien. La très bonne chose, c'est de dire bien sûr qu'il faut planifier, parce qu'il y a des investissements dont la rentabilité est à 50 ans, ou qui ne seront pas rentables du tout, et puis il y a des choses qui doivent se phaser et s'enchaîner. Ça, c'est la bonne chose. La moins bonne chose, c'est si planification, c'est au sens plan quinquennal, et qu'il y a des gens très très intelligents au-dessus qui vont aller pousser tout ça vers le terrain en disant débrouillez-vous. Et quand même, la bonne chose du nouveau gouvernement, c'est de dire, c'est de mettre des élus, en l'occurrence Christophe Béchu et puis d'autres, qui sont des élus locaux de grande qualité et qui vont apporter cette vision. Mais après, il ne faut pas non plus être manichéen et bêtement manichéen. Évidemment que l'État a un rôle à jouer. Par exemple, pour lancer, concevoir, exécuter un programme nucléaire, absolument personne d'autre qu'un État fort ne peut le faire. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose que je n'ai pas dit, qui n'a pas un rapport direct avec les élections, mais qui me paraît important, c'est pour dire des centres de décision au niveau territorial, pour contribuer à cette vitalité, il doit y avoir aussi des centres de décision financiers. Des banques régionales, des fonds d'investissement régionaux. Des bourses régionales peut-être. Des bourses régionales qui ont à peu près complètement disparu, mais qui pourraient renaître. Et là non plus sans maniquer, c'est-à-dire que des structures publiques comme la Banque des Territoires ou BPI, qui font partie du groupe Caisse des dépôts, ont quand même assez largement réussi à se déconcentrer, à opérer localement. Mais quand on ne tient pas la finance, on n'a pas beaucoup de pouvoir en vrai. Merci Julien. Peut-être un mot de conclusion de Chloé. Est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce qu'il faut tout décentraliser, continuer en 2 minutes? Alors, je ne sais pas s'il faut tout décentraliser, mais il y a un point peut-être qu'on peut évoquer très très brièvement, c'est un sujet culturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas à un paradoxe près. Et dans le même temps où effectivement les collaborateurs demandent d'avoir plus de pouvoir, les citoyens demandent d'avoir plus de pouvoir, on voit bien, notamment dans notre rapport aux institutions nationales, qu'on a un attachement à l'idée de l'homme fort, en fait, qui est quand même assez profond. Et que le simple fait que, par exemple, il n'y ait pas de majorité absolue au Parlement est vu aussi comme... et soulève tout de suite des craintes parce qu'on se dit si une seule personne décide, ça va être efficace et ça va aller vite. Si on diffuse, si on disperse la décision, tout de suite ça va être source d'inefficacité. Et d'ailleurs on s'inquiète de ce que le Parlement va mettre plus de temps à faire les lois, alors même que ça fait des années qu'on fait des tas de lois en urgence, mais qui ne sont jamais bien appliquées, jamais bien rédigées. Voilà, donc il y a ce paramètre culturel et ce rapport paradoxal que l'on a au pouvoir qui, à mon sens, fait qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. Très bien, ça sera sur ces mots de conclusion, mais avec beaucoup d'espoir quand même, et on écoutera Elisabeth Borne en début d'après-midi pour voir si le message a été bien reçu. On a l'impression quand même que le message a été un peu reçu. J'espère que cette session vous a plu, et vous pouvez les retrouver en replay partout sur le Cercle des économistes. Merci.